Et, bonsoir. Notre deuxième approche de l'art contemporain sera consacrée à une exposition qui est à l'heure actuelle présentée à la Fondation Cartier, boulevard Raspail. Exposition qui est consacrée à un personnage un peu sulfureux de l'art contemporain et qui est Damien Hirst. Alors, mon but n'est pas tant de vous parler de l'exposition elle-même. J'aimerais mieux, d'une certaine façon, que vous alliez la voir et que vous l'appréciez par vous-même. Ce qui m'intéresse, et j'espère vous intéressera aussi, c'est au fond de montrer à quel point ces cerisiers en fleurs de Damien Hirst sont un peu surprenants venant de lui et qu'est-ce qu'ils nous disent de la cohérence évidente ou pas très évidente de sa carrière. Le voilà en train de travailler. Alors, vous voyez que c'est une peinture qui est faite avec de la matière et avec à la fois des gros points de peinture et puis des lignes, des coulures entre les peintures. Alors, évidemment, les cerisiers en fleurs nous font inévitablement penser au Japon, où le cerisier en fleurs est extrêmement caractéristique du retour du printemps et donc du temps de la vie, de la Renaissance. Regardez par exemple ce très beau haïku de Issa Kobayashi qui dit un monde de douleur et de peine alors même que les cerisiers sont en fleurs. Donc les cerisiers portent d'une certaine façon la vie, la joie, le bonheur, et pourtant Issa Kobayashi est plongé dans un moment de douleur et de peine qui ne correspond absolument pas, encore une fois, à cet élan vital que les cerisiers disent. Alors, Damien Stephen Brennan, c'est son vrai nom, est né le 7 juin 1965 à Bristol, en Angleterre, mais il a fait ses études à Leeds. Alors, un petit mot sur Bristol. Bristol est une ville qui a refait les gros titres de l'actualité récemment, parce que Bristol, c'est quand même une ville qui, comme Nantes, comme Bordeaux, a été marquée par le commerce triangulaire, c'est-à-dire ce qu'on associe malheureusement dans le trajet Afrique-États-Unis avec la traite des esclaves. Et vous avez ici une statue d'Edward Colston, qui a été un des grands marchands, bienfaiteurs d'ailleurs de la ville. Et vous voyez que cette statue a été, le 7 juin 2020, descendue en quelque sorte par la population de Bristol, dans lequel les enfants du Commonwealth, parce que l'Angleterre a eu un empire colonial majeur et qu'elle a sur son territoire des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de gens qui ont vécu dans le Commonwealth, eh bien, Edward Colston a été déboulonné donc le 7 juin 2020. Et vous voyez que ça a donné lieu, alors c'est en liaison avec ce qui se passait aux États-Unis et le mouvement Black Lives Matter, et vous voyez que ça a donné lieu à un mouvement populaire relativement important. Et puis, pour autant qu'on le sache, cet artiste emblématique du monde contemporain, c'est-à-dire du street art, de l'art de la rue, Banksy, dont personne ne connaît le vrai nom, dont personne ne connaît la date de naissance, mais qui serait né vers 1974, et probablement né à Bristol aussi. Je crois que Damien Hirst est parfaitement conscient de ça, le fait que Bristol, c'est aussi le lieu de Banksy. Voilà une réalisation de Banksy, street art, temporaire, fragile et en même temps très puissant quand ça apparaît, en 2007. Regardez un autre élément de street art de Banksy, la petite fille qui perd son ballon en forme de cœur, et quelqu'un a rajouté, probablement pas Banksy lui-même, There's always hope. Alors, à Weston-super-Mare, qui est au Pays de Galles, en 2015, Banksy a réalisé une chose un peu étonnante, c'est-à-dire qu'il a pris le contre-pied comment dirais-je, des plaisirs utopiques populaires en réalisant un endroit qui s'appelle Dismaland. Alors, dismal en anglais, ça veut dire sinistre, horrible, bon. Et il a repris Disneyland, les établissements Disney, et il en fait Dismaland. Et alors, vous voyez par exemple que ça n'est plus un amusement park, c'est un bemusement park. Bemusement, ça veut dire l'étonnant. Et vous avez la jeune femme qui vend des ballons sur lesquels il y a marqué « Je suis un imbécile » et on vous dit que c'est la plus décevante attraction pour les visiteurs de la Grande-Bretagne.
Et c'est vrai que Banksy a réussi à monter de manière temporaire quelque chose qui est une sorte de critique assez virulente de cet univers du rêve qui oppose aux difficultés de la réalité une sorte d'évasion un peu fallacieuse que sont par exemple Disneyland ou Disney World. Et vous voyez que l'ambiance est sinistre, avec une sirène qui visiblement n'aime pas beaucoup ce qu'elle fait et est complètement déstructurée. Quelqu'un qui, à l'image de Hitchcock, semble être mangé par les mouettes. Et puis, le manège qui n'a pas l'air de fonctionner très bien. Wrong time, wrong place, be there, c'est-à-dire pas le bon moment, pas le bon endroit, mais soyez là. Le renversement, évidemment, du carrosse de Cendrillon fait à partir de la citrouille avec le Cendrillon qui pend à la fenêtre en très mauvais état. Les autotamponneuses qui sont conduites par la mort avec Sappho, les chevaux cadavériques sur les manèges et la bombe atomique. Et voilà, et c'est Banksy que vous voyez, non pas lui sur la gauche, parce qu'il ne se montre jamais, mais vous avez Banksy ici qui vous représente une petite fille noire avec son pulvérisateur en train d'orner, enfin de faire disparaître la croix gammée fasciste sous une présentation de fleurs roses caractéristiques, encore une fois, du street art de Banksy. Et je pense que Damien Hirst est quelqu'un qui n'est pas sans être constamment conscient du fait que Bristol, c'est son lieu, ça a été son lieu, mais c'est aussi le lieu de Banksy. Alors, il a réalisé 107 toiles dans la série Cerisier en fleurs, et la Fondation Cartier en propose un peu plus de 30. Et regardez Issa Kobayashi à nouveau dans un autre haïku. Ces fleurs de cerisier qui tant me ravissaient ont disparu de la terre. Je dirais que, évidemment, c'est le moment où, à la fin du printemps, les cerisiers perdent leurs fleurs au profit de leurs fruits. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très émouvant dans l'exposition de Hirst qui émerge finalement de la période assez difficile du Covid et qui maintient l'illusion de ces cerisiers en fleurs contre justement leur disparition et l'entrée dans une autre saison. Alors le voilà, Damien Hirst en chirurgien, cette sorte d'autoportrait en chirurgien de 2006. Pourquoi? Parce qu'il vous dit l'art, c'est comme la médecine. Ça peut vous guérir. Je n'ai jamais compris comment certaines personnes qui croient complètement à la médecine ne croient pas à l'art sans se poser des questions sur les deux. D'ailleurs, c'est très curieux, il a réalisé pendant une période assez importante des sculptures qui sont tout simplement des imitations grossies de capsules, de gélules, de médicaments. Alors, il est probable que Hirst est quelqu'un qui a un équilibre psychologique qui a dû être fragile à un moment et qu'il a dû dépendre de ces tranquillisants, de ces euphorisants pour tenir le coup. Ça date de 2004. Et il s'était amusé dès 97-98 à mettre en lumière la structure moléculaire des médicaments dont il dépendait pour pouvoir vivre. Donc, il vous montre finalement l'organisation de ce qui lui est nécessaire. Et là, on a quelque chose qui est l'accumulation des pilules, gélules, etc. Les 20 pilules de, effectivement, 2004-2005. Pour vous donner quand même une idée, en vente aux enchères le 7 novembre 2011, ces 20 pilules que vous venez de voir ont quand même été achetées pour 1 202 500 $, ce qui n'est pas exactement 3 francs 6 sous. Alors, il y a là, je pense, une influence de Warhol, c'est-à-dire que partant des 2 pilules, finir ensuite aux 20 pilules, il y a quelque chose qui correspond à cette idée que de la même manière que Warhol dénonçait la société de consommation en 1962 en démultipliant, par exemple, les boîtes de soupe Campbell, d'une certaine façon, Damien Hirst dénonce la dépendance aux médicaments euphorisants, tranquillisants, etc., en démultipliant ces médicaments.
il y a toujours eu chez lui une passion pour le corps, pour les fragilités du corps, pour les douleurs du corps, pour la maladie, pour voilà. Et pour lui, comme il le dit, hein, ce que vous venez de voir, là, les 1, 2, 3, les 3 vitrines, il appelle ça une trinité, pharmacologie, physiologie, pathologie. Ça date de 2000. Hein. C'est une sculpture. Si vous n'aimez pas, je vous rassure tout de suite, ça n'est pas très grave, parce que ça se vend très bien sur le marché de l'art. Hein. Et quand on prend des détails, vous voyez qu'il travaille à produire l'œil, une sorte de coupe du cerveau, et puis il montre évidemment ce qui sous la peau est de l'ordre de la circulation des vaisseaux, du rouge, etc. Il y a, alors bon, c'est pas inévitable, mais on peut aussi penser quand même au moment où Léonard de Vinci a utilisé, enfin a été obsédé par les dessins, disons, représentant par exemple des fœtus, etc. Et cette idée que l'art a une sorte de proximité tangentielle avec la science. L'art, c'est comme la science, nous faire voir, nous faire comprendre, nous amener à regarder. Et là, Hirst prend le contre-pied de quelque chose qui est probablement cette idée que l'art devrait être joli, flatteur pour l'œil, mignon, rassurant. Là, il prend un peu le contre-pied de cette approche de l'art pour montrer que, alors il vous a dit tout à l'heure que l'art était aussi important que la médecine pour vous guérir, et il vous dit, et d'ailleurs, l'art peut emprunter les méthodes de la médecine. Vous voyez qu'entre 1999 et 2005, il a réalisé cette énorme sculpture qui s'appelle Hymne. Hein. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément ma tasse de thé à moi. Hein. J'aime bien la différence de taille entre le corps humain et puis, si vous prenez le titre, Hymne, ça veut dire un hymne à l'humanité, un hymne au corps humain, une admiration pour le corps humain, qui ne recherche pas tant une beauté dont on pourrait rappeler ici la beauté platonicienne de Botticelli dont nous avons parlé ensemble la semaine dernière, mais quelque chose de plus technique, de plus scientifique, de plus clinique, et montrer que ce qui n'est pas peut-être immédiatement beau pour l'œil, et quand même, quand on en comprend le fonctionnement et quand on sait reconnaître quand même l'extraordinaire qualité de ce fonctionnement qui peut se dégrader, certes, mais enfin, c'est quand même assez étonnant. Et on a là une sorte d'hymne. Alors, dans un contexte religieux, vous pourriez parler d'un hymne, effectivement, au créateur à travers la perfection complexe de la créature. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui aime effectivement les grandes choses. Hein. On est ici à Chatsworth, dans la propriété du duc de Devonshire, hein, au nord de l'Angleterre, et vous avez dans l'espace de Chatsworth 2 grandes sculptures, une qui s'appelle Légende à gauche et l'autre qui s'appelle Mythe. Alors, Légende, évidemment, c'est une allusion probablement à Pégase et au cheval de l'inspiration, et le Mythe, c'est une allusion à la licorne, c'est-à-dire cet animal qui venait déposer sa corne dans le giron des Vierges parfaites. Le voilà, le Pégase, avec toujours cette idée d'aller regarder sous la peau, de manière parfois un peu déstabilisante et choquante pour l'œil du spectateur, d'aller regarder sous la peau quelque chose qui puisse faire penser à la perfection du fonctionnement. Vous voyez, bon, on vous montre un cheval ailé, bon, Pégase bien sûr, et on vous dit, est-ce que vous avez bien compris qu'un cheval, c'est quand même fabuleux et que quand on regarde sous la peau, on ne peut que s'étonner de la complexité des systèmes, vaisseaux, nerfs, muscles, qui font que ça marche. Hein, voilà. Et il va jusqu'à vraiment montrer comment tout ça, ce sont des réseaux d'une grande complexité qui apparaissent comme ça un peu hasardeux, mais qui en fait sont… Voilà. Et on retombe toujours sur cette idée chez Hirst que l'art, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça, que l'art est une manière de mieux regarder le réel et de mieux vous laisser
fasciné par la complexité du réel, parce qu'il vous dit, quand vous voyez un cheval galoper, bon, ben, vous voyez un cheval galoper. Si vous commencez à réfléchir à comment le galop est possible, encore une fois, à cause des vaisseaux, à cause des muscles, à cause des tissus, à cause voilà, ça devient finalement beaucoup plus complexe. Et la licorne, ici, bien sûr, que vous retrouvez, hein, elle aussi présentée sous deux côtés, un côté d'une blancheur qui suggère simplement, évidemment, la peau, hein, et puis de l'autre, sous la peau, l'étonnement du fonctionnement réel avec la tête, voilà. Alors, il faut se souvenir que la licorne a toujours été très importante dans l'histoire de l'art, que ce soit d'un côté les tapisseries de la Dame à la licorne, que nous avons, nous, ici, au musée Cluny à Paris, ou que ce soit les extraordinaires tapisseries de la chasse à la licorne, qui sont au Cloisters à New York, pour ceux d'entre vous qui sont probablement allés. Et là, nous entrons dans quelque chose qui est propre à Hirst, qui, personnellement, moi, me pose beaucoup de problèmes, mais je ne suis pas sûr d'être arrivé à régler mon problème avec ça, qui est la fragmentation. On va y revenir tout à l'heure. Et maintenant, vous pouvez considérer ça comme insupportable, mais ce qu'il vous dit, c'est, voilà, est-ce que vous avez bien compris à quel point le mystère de la création de la vie à l'intérieur du corps féminin est quelque chose d'absolument fabuleux. Alors, d'habitude, effectivement, on masque ça, ou on dissimule ça. Lui, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, retire le voile, hein, et vous dit finalement, c'est peut-être pas beau dans vos catégories du beau, mais c'est presque au-delà du beau parce que c'est la vie, hein, et que la vie, elle va exister au-delà du beau. L'ontologie, ce qu'on appelle la science de l'être, elle se situe au-delà des catégories du vrai, du faux, du bien, du mal, parce que la vie, c'est être ou ne pas être, finalement. Hein. Et là, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis quand même immédiatement, quelque part, ça m'évoque ces extraordinaires dessins de fœtus de Léonard de Vinci. Hirst ne s'est jamais exprimé sur le sujet, je pense qu'il est trop intelligent pour ça, mais pour moi, c'est très clair qu'il nous rappelle qu'à un moment, un des plus grands artistes que nous connaissons n'a pas fait que la Joconde, il a fait aussi ce genre de choses. Alors la grande question, c'est est-ce que Damien Hirst est capable de faire quelque chose comme la Joconde? Ça, c'est une autre histoire. Hein. Et vous voyez qu'on a évidemment des évocations. Hein. Vous sentez qu'à l'arrière, il aime bien faire de la provoque. Il y a un côté très provoque chez Damien Hirst, il faut le dire tout de suite. Hein. Mais pour lui, l'art a toujours été une provoque. Hein. C'est-à-dire que quand vous repensez aujourd'hui à ce que Louis Leroy, le grand critique du Charivari, disait en 1874 de l'impression Soleil levant de Claude Monet en 1872, à savoir que l'impression Soleil levant, c'était moins bien fait que le papier peint le plus ordinaire. Bon, Louis Leroy doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et là, vous sentez qu'il y a à la fois peut-être quelque chose qui renvoie à la Vierge et l'enfant derrière, et quelque chose à la petite danseuse de Degas dans le mouvement des jambes, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, en 2006, là, vous avez, il vous représente, hein, un tissu gagné par le cancer. Hein, c'est clair. C'est quelqu'un qui vous dit, l'art, vous ne voulez peut-être pas voir ça, mais comment pourriez-vous entrer dans la réalité? Comment pourriez-vous entrer dans la sympathie au sens essentiel de ce mot, c'est-à-dire le patein sum, le souffrir avec, si vous n'avez pas le courage de regarder ce que la maladie fait au corps, aux cellules, au sang d'une personne que vous aimez, que vous respectez, etc. Et vous voyez, Carcinome en 2007, qui est effectivement plus là une évocation qu'une description. Hein. Hirst hésite toujours entre la description et l'évocation, cette espèce d'élément noir qui semble tout vouloir dévorer, tout vouloir absorber et tout détruire en lui est assez inquiétant. Et alors, vous avez ici, on va revenir tout à l'heure sur le problème des spin paintings, hein, j'y reviens tout à l'heure, qui est la manière dont on étale la peinture, mais vous sentez ici qu'on est toujours dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inexorabilité du temps, hein, qui
qui conduit là aussi vers la mort. Le titre des deux sculptures que vous voyez là, si on peut appeler ça des sculptures, c'est alors à la fois vous avez l'allusion au spin painting sur lequel on reviendra tout à l'heure, hein, et spinning en anglais ça veut dire filer. Donc ce sont les heures qui filent le crâne, c'est-à-dire le crâne qui sera l'état ultime de notre tête, hein, un jour malheureusement, bon, mais ce crâne dont nous nous servons d'ailleurs en attendant avant de le perdre d'une certaine manière, ce crâne, il est filé par les heures. Hein. Et vous voyez, il y a une attention constante qui va même jusqu'à se porter sur lui, hein, sur comment c'est fait sous les apparences. Quelle est la structure, finalement, de la présence, sous les apparences de la présence. Alors, il vous dit en 2012, hein, il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, il y a toujours eu quelque chose de romantique, d'amoureux entre la peinture et moi pendant toute ma vie, même si j'ai évité la peinture. Et alors, c'est vrai que pendant très longtemps, Hirst a refusé de peindre. En tant qu'artiste jeune, vous réagissez à un contexte, à votre situation. Et dans les années 80, la peinture, ce n'était vraiment pas la chose à faire. Et donc, il vous dit, quand j'ai émergé à l'idée de créer artistiquement, la peinture n'était pas la chose qui se faisait. Alors, il a quand même toujours un tout petit peu peint, comme on le voit ici, avec une fascination pour les papillons. Regardez ce que vous voyez derrière lui là, hein, qui est quand même une œuvre qui a dû demander pas mal de travail, même si très probablement il y a eu des passages par le digital. Hein. L'œuvre est un hommage aux papillons. Ici, vous avez la représentation finalement alors, des trois couleurs fondamentales, le rouge, le jaune, le bleu. Vous avez le mélange entre deux couleurs fondamentales, le jaune et le bleu, qui va faire le vert. Et si vous regardez attentivement, vous voyez que ces couleurs de base sont parsemées de papillons dont Hirst s'étonne que les ailes de papillon puissent mêler avec tant d'art et avec tant de beauté ces couleurs fondamentales. C'est ce qu'il ne cesse de redire dans ses présentations, peintures de papillons. Et si vous regardez ici, bien sûr, vous allez vous apercevoir que les 4 images que vous voyez là ne sont que des variations sur le papillon qui est au centre et sur les ailes de papillon qui sont découpées, mêlées, reproduites, etc. Alors, les spin paintings dans la carrière de Hirst, comment vous expliquez ça? Il prend un cercle, hein, alors un support cercle, qui peut être du carton, qui peut être du contreplaqué, qui peut être tout un tas de choses. Et il pose ce support cercle sur un mécanisme qui permet au support de tourner. Donc, c'est comme si vous aviez, je sais pas moi, quand on avait dans le temps des tourne-disques, vous aviez bien le tourne-disque qui tournait. Voilà. Bon. Et ensuite, il laisse tomber des filets de peinture sur la plaque carton, toile, contreplaqué qu'il a mis en route par le mécanisme qu'il a installé dessous. Et d'une certaine façon, c'est le mouvement, la rotation du support qui crée l'image. Alors, lui-même intervient, on va le voir tout à l'heure. Hein, lui-même intervient, mais d'une certaine façon, il y a d'un côté une technique, la plaque qui tourne, de l'autre, évidemment, il y a lui qui surveille ça, donc il y a sa volonté, et en même temps, il y a une sorte de culte du hasard. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas expliquer ça sans faire référence à Pollock, donc, qui, vous le savez, jetait la peinture sur la toile, ce qu'on appelle le dripping, et que, inévitablement, la peinture étant projetée sur la toile par la véhémence du geste de Pollock, elle atterrissait dans des lieux de la toile et d'une manière qui était difficilement prévisible. Ça, c'est encore un spin painting, encore un spin painting. Et là, vous voyez, on comprend tout d'un coup que
il a un moyen d'intervenir sur le spin painting pour que la matière de la peinture soit spin painting, mais que la forme soit dictée par lui. Alors, est-ce qu'il délimite des zones? Est-ce qu'il ne touche à ces zones qu'après avoir rempli la zone centrale? Enfin, voilà, ça, je ne sais pas, il ne l'a pas dit, mais vous avez ici, évidemment, cette notion d'une peinture qui, en tombant sur quelque chose qui tourne, va se répandre de manière hasardeuse. Et ensuite, la question de jusqu'à quel point laisse-t-il cette manière hasardeuse fonctionner de manière autonome, jusqu'à quel point intervient-il sur cette matière hasardeuse. Et là, vous voyez bien qu'on revient sur cette idée qu'il y a une forme du réel, de la vie réelle qu'il fascine. Ce sont bien sûr les papillons, qui sont pour lui une sorte de… Bon, on avait parlé dans l'exposition sur Darwin de la fascination que Darwin éprouvait à l'égard des pans, et au fait que la beauté des pans, finalement, était en contradiction avec la sélection naturelle et la lutte pour la vie, parce qu'un pan, ce n'est pas forcément le plus agile et le mieux équipé pour justement faire face à la sélection naturelle. Et là, vous avez quelqu'un qui vous dit que lui, ce n'est pas le pan, mais c'est le papillon, finalement, hein, qui est quand même extrêmement fragile, qui réussit à survivre et auquel il rend hommage ici. Et de temps en temps, le spin painting peut aller jusqu'à un retour à l'obsessionnel, puisqu'on peut dire quand même que s'il y a une chose qui est obsessionnelle chez Hirst, c'est évidemment la mort. Et là, vous avez effectivement une présentation très nette du crâne, de cette espèce de degré zéro de l'existence qui est d'une certaine façon à la fois à l'origine et à la fin. Hein. Alors, il est capable de faire des choses énormes. Hein. On est encore à Chatsworth, dans la propriété de Devonshire, et il vous fait un Saint-Barthélemy. Hein. Alors, le Saint-Barthélemy, vous le savez, le martyr de Saint-Barthélemy, c'est d'avoir été écorché vif. Je vous ai remis à gauche l'extraordinaire moment du mur de la Sixtine où Michel-Ange a représenté Saint-Barthélemy tenant à la main sa peau. Hein, mais évidemment, comme il est au moment du jugement dernier, Dieu lui a redonné une peau. Hein, il tient à la main le couteau avec lequel on a arraché cette peau. Et vous le savez, toute la critique d'art, je ne pense pas qu'il y ait de voix divergentes à ce sujet, dit que la peau que Barthélemy tient à la main, en particulier le visage, est un visage anamorphique, un visage volontairement déformé de Michel-Ange lui-même. C'est un autoportrait anamorphique de Michel-Ange. Ce thème, évidemment, de la disparition de la peau qui permet d'accéder, et qui est l'obsession finalement de la dissection. Hein. C'est en faisant disparaître la peau qu'on va voir à quel point l'intérieur du corps est complexe et extraordinaire. Peut-être certains d'entre vous étaient à la conférence de l'ARAC cet après-midi et se souviennent que j'ai montré effectivement ce que Vézal, enfin le livre de Vézal de 1543 de la structure du corps humain, hein, De Humani Corporis Fabrica, où Vézal dit c'est pas possible de parler du corps, c'est pas possible de parler de la maladie, c'est pas possible si vous n'allez pas voir sous la peau. Et vous voyez qu'ici, Saint-Barthélemy apparaît dans sa musculature, dans ses réseaux vivants, un peu comme les chevaux, le cheval ou la licorne qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez que suspendu sur son bras est évidemment sa peau qu'il a ôtée, hein, et il tient à la main le stylet et dans l'autre les ciseaux qui lui ont été nécessaires pour que soit pratiqué cet enlèvement de la peau qui va permettre finalement de comprendre à quel point l'architecture du corps, c'est fabuleux. Je pense que, enfin, je ne pense pas me tromper trop en disant que pour Hirst, cette fascination pour la dissection, cette fascination pour l'au-delà de la peau, c'est une manière de préserver quelque chose d'essentiel qui est l'étonnement devant la somptuosité de l'organisation du corps humain. Il y a là un projet qui est un projet très classique, sous des formes qui nous sont un peu, qui nous déstabilisent un peu, qui nous prennent à contre-pied aujourd'hui, mais c'est un projet très classique, je dirais presque un projet renaissant. Hein,
l'homme debout, hein, et la beauté de l'homme debout, pas simplement dans une beauté esthétique, mais je dirais dans une beauté fonctionnelle. C'est-à-dire que quand on commence à regarder de plus près comment ça marche et pourquoi ça marche, on ne peut qu'être ébloui. Hein. Et Hearst disait le 6 juillet 1965, « Don't look at results », ne regardez pas les résultats, regardez les processus mentaux. Hein. Et ça, c'est ce que j'ai essayé modestement d'évoquer. Le processus mental de Hearst ici, vous n'aimez peut-être pas le résultat, hein, cette statue, mais le processus mental, c'est je veux vous montrer que si vous n'allez pas regarder, si vous n'avez pas le courage d'aller regarder sous la peau, vous ne comprendrez pas, vous ne serez pas même saisi d'émotion devant la façon dont ça fonctionne et l'étonnement, l'admiration, l'émotion que doit susciter en vous ce fonctionnement. Alors, une des choses qu'on a beaucoup reproché à Hearst, et je ne sais pas s'il pourrait faire aujourd'hui ce qu'il a fait à un certain moment, c'était de fragmenter le vivant. Ici, vous avez, alors, les titres des œuvres de Hearst sont souvent un peu problématiques. Là, vous avez des éléments qui nagent dans la même direction dans le but de comprendre. Il y a très probablement chez Hearst un côté un tout petit peu, je vous l'ai dit tout à l'heure, provoque, même un tout petit peu peut-être canular médical, hein, qui consiste à… Alors, il y a un petit côté aussi épater le bourgeois, choquer les bienséances. Hein, et donc, on va… alors, qu'est-ce que c'est que ces éléments? Ce sont des poissons qui nagent dans la même direction. Alors, est-ce qu'ils nagent tous dans la même direction pour essayer de comprendre? Et est-ce que nous sommes, nous les humains, tous en train de nager dans la même direction pour essayer de comprendre? Il y a probablement de ça aussi. Hein. Les voilà, hein, ces éléments. Et alors, évidemment, les grandes… le Hearst est devenu véritablement célèbre par le scandale, incontestablement. C'est quelqu'un qui s'est installé sur la scène de l'art contemporain par le scandale, hein, en particulier quand il a commencé à présenter en taille réelle et probablement à partir de bêtes réelles. Par exemple, ce requin scindé, fragmenté en 3 parties. Hein. Et il vous montre effectivement l'impossibilité physique de la mort dans l'esprit de quelqu'un qui est vivant. Alors, vous vous apercevez que les 3 parties dans lesquelles il est scandé ne sont pas 3 parties réelles, c'est en fait le cadre, hein, l'enveloppe qui scinde le corps est resté intact, mais en même temps, le requin est mort il est suspendu dans une solution. Ici, c'est un requin réel, hein, que Hearst a récupéré et qu'il a créé ici. Hein. Regardez, ça, c'est… Alors, là aussi, ce sont des trucs, et puis si on accepte de, comme il l'a dit tout à l'heure, hein, non pas de regarder simplement le résultat, mais de réfléchir à ce qu'il a essayé de créer et de penser. Si vous êtes un mouton, il n'y a probablement rien de pire que de vous éloigner du troupeau. Et c'est ce qu'on vous dit là. Le titre, c'est « Away from the flock », loin du troupeau, en 1994. Et là aussi, il a isolé dans une boîte un mouton pour vous obliger probablement. Alors, vous pouvez juste dire « Ah, un mouton dans une boîte, n'importe quoi », bon, et puis passer. Et puis, tout d'un coup, vous pouvez vous dire « Mais au fond, le mouton, je ne suis pas sûr qu'il soit solitaire, parce que la solitude est l'objet d'un choix, mais le mouton isolé, c'est-à-dire celui qui tout d'un coup se retrouve tout seul sans l'avoir voulu, hein, qui n'est pas responsable de ça, eh bien, c'est très dur à vivre. Hein. Et vous voyez, il a repris ici, évidemment, une comptine enfantine anglaise. « This little piggy went to market ». Ce petit cochon est allé au marché, c'est celui de gauche, hein, qui a perdu sa peau et qui est à l'état de préparation à être mangé. Et puis, vous avez « This little piggy stayed at home ». Hein, cet autre petit cochon est resté à la maison. Et lui, ça va très bien pour lui, merci. Hein, voilà, ça date de 87. Et là aussi, alors on peut dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il nous fait? Enfin, il croit qu'on est où? Etc. Mais en même temps,
c'est une manière de vous faire réfléchir sur le risque pris par, effectivement, la sortie dans le monde du marché, où vous allez peut-être acheter quelque chose qui vous servira, mais vous allez peut-être être acheté par quelqu'un ou quelque chose qui se servira de vous. Hein. Je pense que là, encore une fois, don't think of the results, think of the thought processes. Il faut, devant l'évidence apparente de Damien Hirst, commencer à réfléchir un tout petit peu. Hein, voilà. Et là, par contre, vous avez effectivement le tronçonnage, la fragmentation. Hein. Vous avez deux morceaux de vache. Hein. Et alors, évidemment, les titres sont toujours un tout petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire, provocateurs. Ce qui vous dit ici, c'est le paradoxe de l'amour, hein, s'abandonner ou l'autonomie, la séparation comme une précondition à la rencontre. Si effectivement vous voulez rencontrer, hein, eh bien, pour éprouver véritablement la rencontre, il faudra à la fois vous y abandonner à partir d'une autonomie, à partir d'une séparation. Si vous ne savez pas ce que c'est que la solitude, vous ne saurez jamais ce que c'est que la rencontre. L'isolement vous condamne à l'absence de rencontre. Mais la solitude est une préparation pour la rencontre ou un ressaisissement pour après la rencontre. Et alors, vous pouvez penser très légitimement que je raconte n'importe quoi, mais si on commence à travailler Hirst, c'est ce qu'il vous dit. Si vous n'êtes pas capable de passer par des moments de solitude, de séparation, vous ne saurez pas ce que c'est que rencontrer vraiment. C'est-à-dire que vous serez toujours avec des gens, mais en fait, vous ne serez jamais avec eux. Et ça n'est que par l'épreuve de ce qu'il appelle, hein, encore une fois, le paradoxe de l'amour. Hein. La séparation est une précondition à la rencontre. Hein. Et il faut effectivement, à un moment, accepter de n'être plus avec les gens, courir le risque d'une autonomie pour ensuite pouvoir retrouver les gens vraiment. Alors évidemment, aujourd'hui, dans un contexte de préservation des espèces animales et de préoccupation de l'environnement, je ne suis pas sûr que les sculptures de Hirst, qui d'ailleurs n'ont existé que par le scandale pratiquement. Hein. Et alors vous voyez, il arrive à mêler dans le même espace des choses qui sont pour lui obsessionnelles, c'est-à-dire la démultiplication des pilules, hein, qui sont des formes rondes parfaites, et puis au contraire, le côté imperfection de la forme, que ce soit dans les lignes du corps, de la tête, dans la manière dont le corps a été coupé en deux, voilà. Hein. Quelque chose qui oppose la spécificité, la singularité d'une forme à la démultiplication à l'infini de la même forme, qui finit évidemment par devenir une sorte d'aliénation ou de voilà. Et alors évidemment, vous voyez ici trois quoi, on ne sait pas trop, hein, mais enfin, c'est trois animaux qui sont écorchés vifs. Hein. L'un a pour support un morceau imitant le marbre qui vous dit « Voici la nuit ». C'est un reflet de la terreur espérante du jour, hein. C'est-à-dire que il y a cet oxymore terrible entre hopeful, qui veut dire plein d'espoir, et terreur, qui veut dire donc la terreur plein d'espoir du jour. Be not afraid, ne soyez pas effrayés. De quoi il s'agit exactement, je ne saurais trop vous dire. Hein. Est-ce que, encore une fois, ça veut dire que il faut pouvoir aller sous la peau pour comprendre finalement l'extraordinaire, enfin, la bouleversante précision et organisation du vivant. Est-ce que la nuit, c'est la mort, qui n'est jamais que le reflet de la terreur pleine d'espoir du jour, et donc il ne faut pas avoir peur? Je ne sais pas. Hein. En tout cas, l'ensemble, l'installation, parce que là on est dans une installation, s'appelle Dieu seul le sait, hein, en 2005, et ceci a fait l'objet de plusieurs critiques en disant qu'il y avait évidemment chez Hirst un côté plagiat, puisque derrière l'animal écorché vif et suspendu, hein, ici probablement un bœuf ou un
un veau ou peut-être un cheval, la tête est assez difficile à lire. Il y a peut-être le souvenir de Rembrandt. Alors, on peut reprocher à Hirst le plagiat, on peut aussi dire que Hirst s'inspire de Rembrandt et montre que la confrontation avec la brutalité insensée de la chair et de la mort, puisque si vous regardez attentivement, vous allez voir que sur la droite, à peu près aux 2/3 en remontant ou aux 3/4 en remontant du bas du tableau, vous allez apercevoir une tête qui passe et qui observe le bœuf écorché, donc qui peut-être cherche dans le bœuf écorché pas simplement un objet de consommation, mais une leçon qui pourrait correspondre à une sorte de vanité. Hein. Et au fond, est-ce que Hirst n'est pas en train de vous dire ce que Rembrandt faisait avec le bœuf écorché? Moi, je le fais de cette manière aujourd'hui. L'essentiel, c'est de rappeler que l'art a toujours exercé une fonction de rappel à la vanité, que ce soit en 1665, à la vanité des choses humaines, à travers la médiation ici des choses animales, que ce soit en 1665 pour Rembrandt, avec le bœuf écorché, ou pour moi. Et vous avez ici ce veau, cette jeune génisse qui est suspendue, qu'il appelle In His Infinite Wisdom, dans son infinie sagesse, 2003, et qui probablement interroge la question de l'expérience de la mort, hein, puisqu'on a dit souvent que l'expérience de la mort, et l'expérience de l'enfant mort en particulier, et ici, c'était le lieu où se révélait l'absurdité de l'existence humaine et ce lieu à partir duquel il était possible de dénier l'existence de Dieu, puisque un Dieu bon, etc., hein, dans son infinie sagesse. Alors là, vous avez, de façon assez étonnante, hein, regardez bien ce personnage, enfin cet animal, pardon, hein, regardez bien la lampe, regardez bien les toilettes et regardez bien le lavabo. Alors évidemment, le titre, La tranquillité de la solitude, est peut-être pas l'aspect le plus important du titre. Ce qui compte, c'est ce qui vient entre parenthèses, for George Dyer. Alors peut-être parmi vous, certains se souviennent, mais George Dyer, le voilà. C'est l'ami de Francis Bacon. Il a partagé la vie de Bacon pendant un certain temps, jusqu'au moment où il s'est suicidé. Et Bacon n'était pas là pendant le suicide. Bacon était au Grand Palais en train de préparer sa première exposition monographique au Grand Palais, qui avait été organisée à la demande de Madame Pompidou. Et donc, Bacon ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir été là au moment de la mort de Dyer, de ne pas avoir pu être. Alors, est-ce qu'il l'aurait empêché de se suicider? Est-ce qu'il l'aurait accompagné dans… Voilà. En tout cas, c'est un tableau absolument extraordinaire, puisque vous voyez que Dyer est sur une chaise, genre Knoll, qui lui permet de se retourner. Hein. Et c'était quelqu'un qui était totalement narcissique, totalement obsédé par sa propre image. Hein. Et vous voyez que très probablement, pour que Dyer se retourne, ça veut dire que quelqu'un est entré dans l'espace que le tableau figure, peut-être Bacon lui-même, et que Dyer se retournant pour tenir compte de l'entrée d'une personne, son identité sous l'impact de la présence de cette personne, son identité se déchire. Et Bacon vous dit, le drame, c'est que Dyer n'aura qu'une idée, c'est de reformer cette identité narcissique plutôt que de laisser l'autre combler la déchirure de cette identité narcissique. Ça, je crois que c'est un des très, très grands tableaux de Bacon, qui a été acheté par le baron Thyssen, dans lequel Bacon vous dit nous sommes toujours déchirés par la présence de l'autre, mais c'est la présence de l'autre qui doit combler cette déchirure. Ce n'est pas nous qui devons reformer la déchirure ou resuturer la déchirure par une fascination narcissique pour nous-mêmes. Hein, voilà. Et alors, vous vous souvenez des toilettes, vous vous souvenez de la lampe, vous vous souvenez effectivement de du lavabo. Ça, c'est l'extraordinaire triptyque de mai-juin 1973 que Bacon a fait sur le suicide de George Dyer. Et quand vous revenez, évidemment, à La tranquillité de la solitude pour George Dyer, vous voyez qu'au fond, les trois éléments qui apparaissent dans les trois moments du triptyque, les toilettes, la lampe, le lavabo,
sont ici affectés non pas à une présence humaine, mais à une présence animale, comme si, et c'est un peu surprenant, mais je crois que c'est quand même essentiel, Hirst vous disait, au fond, l'animal qui meurt souffre peut-être autant que quelqu'un comme Dyer dans cet univers ultime, réduit aux toilettes, à la lampe et au lavabo. Et vous avez ici, évidemment, un animal, on voit en haut la tête, les oreilles, etc., qui est transpercé de flèches, qui l'appelle Saint-Sébastien, exquise douleur, qui montre bien qu'il est parfaitement conscient du fait que à la Renaissance, les représentations innombrables de Saint-Sébastien étaient probablement là aussi pour dissimuler des rituels sadomasochistes, etc. Alors, il est capable de faire des toutes petites choses comme ça, ce qu'il appelle la chose super bête, bêta, super silly thing. Silly étant probablement plus gentil, follette, la chose super follette, d'une certaine façon. Quand j'ai commencé à faire de la peinture à l'école d'art, j'étais totalement submergé par la couleur. J'étais totalement emporté par la couleur. Je me retrouvais toujours un peu perdu dans la couleur et j'essayais de résoudre tous mes problèmes picturaux par la couleur. C'est là où je me suis mis à faire de ce que j'appelle du spot painting, de la peinture de taches, et ça, il n'en a toujours pas sorti. De manière à contrôler la façon un peu désordonnée dont j'arrangeais la couleur. Et j'ai continué à faire du spot painting et ça marche véritablement pour moi depuis 20 ans. Alors, vous avez les dots, qui sont des spot painting. En même temps, vous voyez qu'il va utiliser cette technique des spots. Alors ça représente évidemment, on est dans une vanitas qui redouble la vanité, puisque vous avez d'un côté la vanité de la mort, avec tous les petits dots de diamants ou de supposés diamants qui sont utilisés, et vous avez la vanité, bien sûr, de la richesse, de l'ostentation, du luxe, voilà, qui est vraiment. Et à nouveau, regardez bien, vous avez ici un dessin de Léonard de Vinci qui est un dessin sur le. Alors, je pense qu'il y a de la part de Hirst une volonté parodique par rapport à Léonard de Vinci, qui est quelqu'un qui l'a beaucoup regardé. Il y a une volonté de montrer que la dimension d'appropriation scientifique du corps humain qui commençait par la dissection et par la montée en force de la science à l'époque de Léonard. Aujourd'hui, finalement, c'est plus ce qui intéresse les gens, c'est finalement l'ostentation, le luxe, etc. Mais il est parfaitement conscient du fait qu'il y a entre les crânes de Léonard et le sien peut-être un lien qui est plus subtil et plus fin que ce qu'on pourrait imaginer. Regardez par exemple ce qu'il a fait au Qatar, à Doha, au centre médical Sidra, où il a fait cette série de sculptures qui représentent l'évolution du fœtus dans, effectivement, le corps de la mère. Alors, inutile de vous dire qu'au Qatar, cette sculpture a eu un problème, c'est-à-dire qu'elle a été faite en 2013. De 2013 à 2018, inauguration de l'hôpital, les sculptures ont été enveloppées dans des tissus pour que personne ne les voie. Et puis, la réalisation de l'hôpital, l'émir du Qatar a imposé, au moment où l'hôpital a ouvert, que les sculptures soient révélées de manière à montrer que ce qui se passerait à l'hôpital ne pouvait pas se passer réellement sans l'exigence d'un regard scientifique précis, construit sur la réalité de la vie. Et vous avez ici à la fois le fœtus, les vaisseaux, le cordon ombilical, tout ça qui est représenté. Vous avez même l'évocation possible de jumeaux, et puis finalement l'enfant qui sort et qui marche. Alors, il y aura toujours chez lui cette sorte de fascination essentialiste pour la mort, pour le minimalisme de la présence humaine squelettique, avec une volonté, dans un certain nombre de photographies volontairement, là aussi, provocatrices, de bien montrer le rapport entre le maintenant et l'inévitable devenir.
que l'on fait fonctionner aussi comme des spin paintings qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il dit qu'en 2007, de 2007 peut-être jusqu'à 2017, il n'a travaillé véritablement que sur une œuvre qui s'appelle Les Trésors de l'épave de l'incroyable. Alors, tout ça, c'est totalement inventé. C'est-à-dire que ce qui a été présenté au Palazzo Grassi et à la Punta della Dogana, c'est-à-dire chez François Pinault, simultanément au Palais Grassi et à la Punta della Dogana, du 9 avril 17 au 3 décembre 17, tout ça est totalement inventé. C'est clair que le nom du bateau, l'incroyable, est choisi pas par hasard. Et il va à partir de ça vous inventer l'idée qu'on a fait une campagne de plongée pour récupérer tous les objets qu'il y avait dans l'épave d'un bateau qui s'appelle l'Incroyable, qui aurait sombré au large de la côte, effectivement, du Levant. Alors, le nom du bateau, le nom du propriétaire que je n'ai pas réécrit ici, ou le nom du capitaine du bateau, en fait, c'est un anagramme qui veut dire I am fiction, je ne suis que de la fiction. Tout ça, ça a été inventé et ça donne lieu, dans le Palais Grassi, à l'extraordinaire présentation de ces énormes statues qui sont censées être des choses qu'on est allé retirer avec des plongeurs de l'épave de cette incroyable qui n'a jamais existé. Ici, vous avez une sorte de laocoon qui aurait été dans l'épave et qu'on a remonté. Vous avez remonté de l'épave et donc portant en particulier à droite des éléments de coraux, de coquillages qui sont collés, un cadran solaire ou temporel, une statue, et vous avez la photo qui est produite de l'endroit où la statue a été retrouvée. En face de la statue, vous avez la photo complètement inventée et complètement faite à partir de rien. C'est une image effectivement trafiquée. Comment la statue aurait été retrouvée? On aurait trouvé ce qu'il appelle Apollon, c'est-à-dire sur le pied d'une statue grecque, ce petit rat qui aurait été fossilisé avec le temps, voilà. Et là, on vous dit que c'est une tête de cyclope, qui est recouverte évidemment d'éléments composant l'espace marin, coraux, algues, etc. Et on vous montre dans le film qui est dans la pièce où c'est présenté, on vous montre les plongeurs tombant par hasard sur la tête de Cyclope. Tout ça est complètement fabriqué. Et c'est ce qu'on appelle les alternative facts, les alternative facts qu'on appelle effectivement aujourd'hui les fake news. Et d'une certaine façon, Hearst est en train de vous dire qu'il est capable, enfin, il comprend, enfin, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui, dans la manière dont on nous raconte le monde, n'est pas inventé. Regardez par exemple, on aurait trouvé dans l'épave de l'Incroyable une statue de Mickey, enfin, ou un Mickey qui aurait été recouvert d'algues, de coquillages, etc. Le Mickey faisant allusion à Jeff Koons plutôt qu'à lui-même, ou cette tête de méduse assez étonnante qu'on aurait aussi récupérée. Alors, bon, les cerisiers en fleurs, c'est complètement différent de ça. C'est-à-dire que lui qui a un regard très critique, très provoque, un peu un regard, on l'a vu tout à l'heure, de quelqu'un qui dissèque. Il dissèque le monde pour en montrer la manière dont on est manipulé, dont on est, etc. Il y a une dissection de la manipulation que le monde pratique sur celui ou sur celle qui le regarde, sans travailler ce regard pour ne pas se laisser piéger par les apparences. Et là, au contraire, je pense que c'est très important pour lui, les tableaux des cerisiers sont la beauté de l'apparence. Au fond, il vous dit, j'ai longtemps dénoncé la puissance maléfique et illusionniste et manipulatrice des apparences, mais quand je suis devant les cerisiers en fleurs, je suis obligé de reconnaître que l'apparence à elle toute seule est le sens même du monde. C'est-à-dire que cette beauté gratuite et éminemment furtive des cerisiers en fleurs, c'est quelque chose qui est pour moi, au bout du bout, le sens du monde et la seule chose qui survit finalement à ce travail critique et d'analyse. Regardez,
le très beau haïku de Bouzonne, dans les fleurs tardives de cerisier, le printemps qui s'en va hésite. C'est vrai, je ne sais pas si vous aimerez, mais moi, je dois dire que je suis allé déjà au moins 2 fois très longuement et j'ai été assez fasciné. Ils sont décoratifs, mais empruntés à la nature. Ce qui les concerne, c'est le désir et comment nous travaillons les choses qui sont autour de nous et en quoi nous les transformons. Alors, n'oubliez pas qu'il part d'une vision du monde assez sordide. Vous avez là une tête de cheval, vous ne la voyez pas très bien, mais qui traîne par terre ensanglantée. Vous avez cette table de pique-nique. Vous avez, excusez-moi, mais sur les murs, vous avez des fientes de mouches. Bon, et cette idée de mangeons dehors aujourd'hui se transforme finalement en un cauchemar. C'est l'aspect cauchemardesque des rituels apparemment tranquilles du quotidien. Et il vous dit ici, méfiez-vous de notre monde parce qu'il y a une incapacité acquise à s'échapper. Le monde nous construit en nous une incapacité acquise à échapper. Et là, tout d'un coup, évidemment, il vous dit laissez-vous aller tout simplement à sortir de vous et laissez-vous combler par cette espèce de beauté gratuite de la vie et du monde, incarné dans des choses extrêmement simples qui sont tout simplement les fleurs. Et il vous dit, ils sont décoratifs, mais empruntés à la nature, ce qui les concerne, c'est le désir et comment nous processons les choses, nous travaillons sur les choses qui sont autour de nous et en quoi les transformons, mais ils sont aussi enfin, ce qui caractérise mes tableaux, c'est une sorte d'approche du côté passager, fou de la beauté visuelle, du côté passager d'une beauté visuelle folle. Un arbre en pleine folie de fleurs, in full crazy blossom, en pleine folie de fleurs, sur fond de ciel clair. Voilà. Et c'est ça qu'il vous dit. Et quand il vous dit, il y a toujours eu quelque chose d'un amour dans ma vie pour la peinture, il était déjà revenu à ça en 2018 avec les Veil Paintings, qu'il avait exposés chez Gagosian à Los Angeles, et où on retrouve les dots. Voilà. Et regardez l'épaisseur voilà. Et ces veils, finalement, se sont transformés, je pense, dans la période de confinement, dans ces cerisiers, qui sont vraiment exceptionnels. L'art vient de partout, donc sous-entendu, la qualité artistique du monde, elle est dans votre regard. C'est vous qui la faites par la manière dont vous répondez à votre environnement. Et on arrive au bout. Voilà. Un grand merci, Christian. Pour l'instant, pas de questions.